Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette cinquième émission du foot en capitale. Cinquième, ça fait un petit bout de temps que j'étais pas là, mais vacances, jours fériés, on a eu plusieurs jours qui ont sauté. Et du coup, ce soir, j'avais pensé peut-être faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis mon départ. Mon dernier match dont j'ai parlé, c'était le PSG qui a rencontré Reims. Alors depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Paris qui pouvait être champion après deux victoires, et ces deux victoires, on a mis longtemps à les avoir. On a eu d'abord celle contre Evian, arrachée dans les dernières minutes du match, et puis enfin la victoire contre Lille. Et entre-temps, la défaite contre Lyon, le match nul contre Sochaux, ça a été un petit peu compliqué depuis l'élimination en Ligue des Champions pour les joueurs de la capitale. Mais toujours est-il que ça y est, Paris qui est enfin champion. Ironie du sort, c'est grâce à Monaco que le PSG qui est champion, puisque Monaco qui a fait match nul Monaco qui a fait match nul contre Guingamp, ce qui a permis au PSG d'être champion sans jouer contre Rennes. Conclusion, on a eu la défaite. On avait un petit peu peur pour ce PSG. C'est un petit peu compliqué, mais finalement, on l'a retrouvé Paris. C'était lors de Lille PSG et c'est de ce match qu'on va parler ce soir. Le PSG qui est donc allé s'imposer 3 buts à 1 au grand stade de Lille, au Stadium Pierre-Mauroy. Des buts de Marquinhos tout d'abord sur un tir repoussé de Lucas, puis Lucas lui-même sur une passe décisive de Pastore, et enfin de Blaise Matuidi sur une passe décisive, encore une fois de Lucas. Lille qui a réduit le score grâce aux jeunes de la place. Paris donc qui était déjà champion, comme je vous l'ai déjà dit, et la plupart des cadres qui étaient au repos pour la Coupe du Monde. La composition, ouh là là, faut reprendre les automatismes, hein, c'est un petit peu rouillé. La composition, c'est donc Sirigu dans les buts, Lucas Digne aligné à gauche, Zoumana Camara Alex en charnière, Marquinhos en arrière droit. Le trio Adrien Rabiot, Marco Verratti, Yoann Cabaye au milieu. Et l'attaque Ibrahimovic, soutenu à gauche par Javier Pastore, à droite par Lucas. Et donc ce PSG qui était vraiment en difficulté après une série très très compliquée, de matchs très moyens, la victoire à l'arraché, de matchs nuls, même de défaites contre Rennes et Lyon. Et enfin, on a retrouvé le PSG. Conservation utile, un jeu collectif parfaitement rodé et des individualités percutantes à l'image de Lucas et Marquinhos, un joli pied de nez à Scolari qui n'a sélectionné ni l'un ni l'autre en sélection brésilienne pour la Coupe du Monde. Conclusion, les deux ont fait un match exceptionnel. Le match était globalement très très réussi. Le seul bémol, c'est la blessure de Yoann Cabaye, même si apparemment sans gravité, mais tout va bien, qui a entraîné l'exclusion de Marvin Martin en deux temps. Le premier temps, Monsieur Buquet qui avait mis un carton jaune et qui a fini par mettre le rouge en voyant la gravité de la blessure. Mais finalement, rien de bien grave pour Yoann Cabaye, il ne devrait pas manquer le mondial. Et donc, les buts sont arrivés sur des actions rapides, enfin, des actions rapides, bien rodées. Le but de Marquinhos qui arrive sur une action personnelle de Lucas. Le but de Lucas sur un contre et un très bon service de Pastore. Et le but de Matuidi sur une passe exceptionnelle de Lucas et un jeu passif assez utile de Zlatan. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un PSG jouer aussi bien. C'est un peu un petit soulagement pour la fin de saison là, on est mieux là, depuis Paris, le titre qui a un peu dégonflé tout le monde, un peu soulagé tout le monde. En plus, pour la plupart, c'est des joueurs qui n'ont plus rien à jouer cet été, qui jouaient leur dernier match. Paris qui fera donc, attends. Paris qui fera donc les célébrations de son titre au Parc des Princes contre Montpellier. Et on attend du monde au Parc des Princes, hein, comme contre Brest la saison dernière. Et il faudra pas oublier de jouer quand même, parce que Paris qui jouera ce match, Montpellier qui n'a plus rien à jouer, Montpellier qui en plus a perdu à domicile contre Bastia, Bastia qui n'avait jamais battu une équipe à domicile cette deuxième partie de saison, à l'extérieur pardon, dans cette deuxième partie de saison. On devrait s'attendre à un match assez sympathique de la part des Parisiens, surtout si ça joue comme contre Lille. Alors les tops du match, parce que je m'égare un petit peu, mais on va revenir sur celui du PSG. Les tops du match, alors bien évidemment, comment ne pas mettre en première place Lucas, le jeune Brésilien donc qui aurait pu rentrer la tête dans les épaules après sa non-sélection pour la Coupe du Monde. Et il a décidé au contraire de montrer à Scolari qu'il s'était trompé. Il nous sort un match époustouflant, il a un but, une passe décisive, et il est impliqué directement sur le premier but. On lui demande des stats, on lui est beaucoup critiqué, mais il n'empêche que Lucas cette saison,
C'est quand même 4 buts et 10 passes décisives, c'est pas rien, hein. Il est impliqué sur 14 buts du PSG. C'est quand même assez conséquent pour un joueur qu'on critique pour son manque de statistiques. Et s'il continue sur sa lancée, espérons que ça sera pareil l'année prochaine parce que Lucas cette saison, on a eu un bien meilleur que l'année dernière. Alors, il n'est pas encore à son top niveau, mais on s'approche, on s'approche. Surtout qu'il a une marge de progression assez énorme, tout le monde le dit. On espère qu'il continuera à faire des étincelles. Le deuxième top, il va être pour Papus Camara, titularisé en défense centrale aux côtés d'Alex. Il nous a fait un match très serein, très serein, très sérieux. Du Zoumana Camara, quoi. Le mec, c'est un des gros professionnels de cet effectif. Il ne joue pas, ou très rarement, mais il ne se plaint jamais. On n'a jamais entendu Zoumana Camara se plaindre de quoi que ce soit. En plus, c'est un taulier du vestiaire, il est très important dans le vestiaire, c'est un grand ami d'Ibrahimovic. Il a j'ai du mal sur les mots aujourd'hui. Il a prolongé récemment son contrat d'un an, donc jusqu'en 2015, et il a déclaré vouloir terminer sa carrière au PSG. Je cite, j'ai vécu des choses magiques dans ce club, je veux terminer ma carrière ici. Papus qui va donc entamer sa 8e saison avec le club de la capitale, il est arrivé en 2006-2007 si ma mémoire est bonne. Il en a vécu des choses quand même, hein. Il a évité la relégation, il est maintenant le titre de champion. On lui souhaite encore d'ajouter quelques lignes à son palmarès à la saison prochaine. Et enfin, mon troisième top, ça va être Rabiot. Parce que je le critique quand il fait des mauvais matchs, mais là il a été très très sérieux à la récupération, dans un rôle un peu plus reculé que d'habitude, un peu à la place de Thiago Motta en sentinelle devant la défense. Et il a été très très sérieux, très propre dans toutes ses actions, très très engagé, très très volontaire. Le seul petit bémol que je peux lui reprocher, c'est son manque d'implication dans les actions offensives. Là où on voit plus Thiago Motta très souvent à la dernière passe pour la baguette. Là, Rabiot, il était plus dans le jeu court, dans le jeu latéral. Mais sinon, défensivement, c'était parfait. Et après tout, c'est la première chose qu'on lui demande, hein. Donc, très bien, monsieur Rabiot. Les flops maintenant, parce qu'il y en a eu aussi. Premièrement, Zlatan Ibrahimovic, il était capitaine samedi soir, mais pas fait le plus grand match de sa carrière, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis en train de me demander, j'ai réfléchi, mais je suis pas sûr qu'il ait réussi un seul geste du match. Un seul geste décisif en tout cas, c'est sûr. Des passes manquées, des contrôles trop longs, des passes dans le dos, des appels hors du tempo, un jeu beaucoup trop bas pour espérer quoi que ce soit. Alors d'accord, il des zones, c'est souvent utile, mais là c'était vraiment inutilement. En plus, quand on a un joueur comme Pastore sur le côté qui a une qualité de passe énorme, c'est quand même dommage d'avoir personne devant pour à la réception des passes. On a souvent vu Ravière partir dans des rushs solitaires et personne pour venir l'aider, alors forcément, il perd la balle parce que la conservation de balle, c'est pas tellement son fort à Ravière, il est plus dans l'instantané. Donc ouais, un peu très très déçu par Zlatan ce soir. La seule chose qu'il a réussi, c'est qu'il a manqué d'assommer un Lillois sur un coup franc. Donc ouais, pas exceptionnel, mais faut pas oublier qu'il revient quand même d'une très longue blessure. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas joué en match entier, là, il a joué les 90 minutes. Donc bon, faut pas non plus dramatiser, hein. C'est quand même Zlatan, ça reste Zlatan et même s'il a pas fait un grand match, il est quand même utile, notamment sur le dernier but où il reste planté droit comme un piquet et il empêche le retour de deux Lillois. Je trouvais ça assez exceptionnel. Même quand il joue mal, il arrive quand même à nous sortir des gestes décisifs, donc bon, on peut pas dire grand-chose. Le deuxième flop, il va être pour René Girard, l'entraîneur lillois, pour sa sortie très virulente d'après-match contre l'arbitrage. Alors que pour le coup, l'arbitrage qui n'a pas été mauvais, on peut le dire. Le carton rouge sur Marvin Martin qui est amplement mérité vu le tacle à retardement. Alors c'était pas un tacle méchant, hein, mais c'était très très dangereux. Les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques pour Johan Cabaye. Et d'ailleurs, je salue Marvin Martin qui a tenu à accompagner Cabaye jusqu'à l'hôpital. Et le public lillois qui l'a applaudi à sa sortie. C'est rare qu'on voit ça dans les stades et franchement ça fait quand même plaisir à voir. Donc par contre René Girard, pas très inspiré sur le coup. Enfin un troisième flop, j'en avais plusieurs, donc ça va être plutôt il y en aura 4 ou 5, 4, je dirais 4 des flops. Le troisième, ça va être la non-titularisation de Nicolas Douchez. Parce qu'on le sait qu'il pourrait. Il y a des fortes chances pour qu'il quitte le club cet été. Il a fait une saison où il n'a pas beaucoup joué avec l'élimination en Coupe de France.
Il a pas joué la finale de la Coupe de la Ligue. Alors, en plus, là maintenant qu'il n'y a plus rien à jouer et Sirigu qui risque d'être sélectionné en équipe d'Italie, je pense que ça aurait été peut-être un peu sympathique de la part de Laurent Blanc de titulariser Nico, qui lui aussi est un grand professionnel, on l'entend jamais se plaindre et pourtant il pourrait, hein. Il est arrivé à Paris pour être numéro un. Et une petite blessure à la cheville, il a été éclipsé par Sirigu. Après, c'est le deal, hein, c'est le contrat, il joue les coupes nationales, mais bon, quand même, une fois que le championnat est joué, je pense que ça aurait pu être. L'année dernière, par exemple, Carlo Ancelotti qui avait fait jouer Alphonse Areola et même Renan Lecrom pour un des deux derniers matchs. Je pense que ça aurait pu se faire sans trop de problèmes. Et j'avais un dernier flop, c'est pour Marco Verratti, qui a très mal digéré l'arrivée de Yohan Cabaye. Forcément, il n'était plus seul à son poste, alors ça s'est pas très bien passé. Pourtant, là, il était titulaire aux côtés de Cabaye, comme quoi c'est possible, mais il a assez mal pris, on va dire, et là, le but qu'on prend, c'est sa faute, hein, clairement. Il avait gommé ses petites erreurs en début de saison, il avait un jeu très simple, très fluide, beaucoup, très peu de gestes inutiles, et c'était assez magnifique à voir. Alors là, on a toujours la qualité de passe, on a toujours la qualité de récupération, on a toujours la qualité technique et la vision du jeu impressionnante, mais on a retrouvé aussi les touches superflues, le je veux garder le ballon. On dirait qu'il veut se montrer, Marco Verratti, et ça lui a pas réussi parce que pour le coup, si on prend le but, c'est complètement à cause de lui. Il perd un ballon totalement idiot dans cette surface de réparation en voulant faire une conservation de balle et tenter une talonnade. Conclusion, il se fait récupérer et ça implique le but lillois. Donc alors un but complètement anecdotique, on est d'accord, vu que Paris qui menait 3-0, mais quand même, je trouve ça Marco qui fait pas une très bonne fin de saison. Donc voilà, c'est tout pour le match Lille-PSG. On va passer aux infos. Alors j'ai pas fait sous forme d'infos de la semaine cette fois-ci, mais plutôt parce qu'il y a une grosse info principale qui a éclipsé un peu tout le reste. C'est quand même les trophées UNFP. On a eu trois Parisiens nominés. Ibrahimovic comme meilleur joueur, Verratti comme meilleur espoir et Sirigu comme meilleur gardien. Alors, ces trophées qui sont assez contestés d'ailleurs, notamment pour ce qui concerne Marco Verratti et Salvatore Sirigu. Bon, encore Sirigu, c'est quand même pas volé parce qu'il a fait une saison assez énorme. Verratti, il fait une bonne saison, mais c'est vrai que les autres nominés, notamment Rames Rodriguez et Serge Aurier, qui font une très bonne saison aussi. Alors c'est contestable. Après, c'est les joueurs qui votent, hein, donc c'est pas un vote du public ni rien. Donc c'est pas les, on peut pas dire oui, il y a plus de Parisiens en France, donc c'est les joueurs qui votent. Donc voilà. Mais quand même, je suis assez d'accord sur le fait que ça peut être contesté. Après voilà. Pour moi, la grosse contestation, c'est le fait que dans les meilleurs espoirs, Alex Lacazette ne soit pas nominé. Là, pour moi, c'est le gros flop de ces trophées UNFP. Lacazette, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup, et d'ailleurs, j'espère qu'il sera sélectionné. On enchaîne d'ailleurs sur la deuxième info de la semaine, c'est quand même les sélections en équipe nationale. Pour l'instant, un seul Parisien est assuré de disputer le mondial, c'est Thiago Silva avec le Brésil, sans trop de problèmes, on n'avait pas trop de doute à ce sujet. Marquinhos qui lui a été sélectionné avec les U21 du Brésil. Sinon, les autres joueurs potentiellement sélectionnables, il y a trois Italiens, Marco Verratti, Thiago Motta et Salvatore Sirigu. C'est assez quasiment sûr pour Sirigu et Thiago Motta, un petit peu moins pour Verratti, même s'il y a des chances qu'il soit au moins dans la liste des 30. Ensuite, il y a les Français, forcément. Alors là, il y a du monde. Yohan Cabaye, Blaise Matuidi, Lucas Digne. J'en oublie sûrement. Il y a Christophe Jallet qui est potentiellement sélectionnable, même s'il y a peu de chance. Il y a Yohan Cabaye, je sais pas si, je crois que je l'ai dit. Alors Matuidi qui fera sûrement partie de la liste, Yohan Cabaye aussi. Lucas Digne, il y a des chances pour qu'il en fasse partie aussi. Après, je crois que après c'est tout pour les joueurs français. Il y a à la limite deux sélectionnables. Il y a Jérémy Ménez, même si ça m'étonnerait vu sa saison. Et même si pour moi, il devrait quand même y aller, mais bon, enfin, c'est complètement personnel. Ensuite, il y a je vais y arriver, Grégory Van der Wiel, qui pourrait aller au mondial avec les Pays-Bas. Il a joué les deux derniers matchs, notamment par exemple contre l'équipe de France, donc je pense que ça devrait aller aussi, surtout que pour l'instant, il n'y a qu'un seul arrière droit de formation qui a été sélectionné. Donc il ne devrait pas trop poser de problème pour Greg Van der Wiel, qui fait en plus une très bonne saison. Ensuite, Edinson Cavani avec l'Uruguay, ça on n'a pas trop de problèmes non plus. Et peut-être Ezequiel l'avait dit avec l'Argentine.
C'est tout pour les joueurs potentiellement sélectionnables. Et je vais terminer par un petit salut quand même parce que on a appris lors de la cérémonie des trophées UNFP que Michael Landreau prenait sa retraite à la fin de la saison. C'est quand même un très très grand gardien, pas tant par le niveau, mais plutôt par son aura. Un mec hyper sympa, toujours ouvert avec les supporters et on va en faire plus des gars comme ça. Et en plus, il s'est toujours donné à fond quoi qu'il arrive. Alors certes, à Paris, il a pas fait un passage exceptionnel, mais c'est quand même pour moi un très très grand gardien, un très grand homme, le recordman de nombre de matchs en Ligue 1 quand même. Et il devrait normalement, selon toute vraisemblance, participer à la Coupe du Monde comme troisième gardien. Mais il jouera quand même son dernier match ce week-end avec Bastia, et à moins d'une grosse surprise de Didier Deschamps. Et je tenais à le signaler, à passer un petit message, même si c'est m'étonnerait qu'il m'écoute, on sait jamais. Mika, si tu nous entends. Et enfin, je vais terminer par vous souhaiter une excellente soirée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du match de Montpellier et le débrief de la saison. Et ensuite, on partira en vacances tous ensemble. Bonne soirée à tous et à toutes.